Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Est-ce que ce que tu dis, ça revient à dire, puis dis-moi là si je te paraphrase mal, mais que n'importe quel outil peut être bon, mais ça va tout le temps dépendre comment est-ce que tu vas le contextualiser. Donc, comment est-ce que tu vas le mettre en scène. Parce que, comme tu dis, puis ça, je l'ai vu à quelques reprises, puis je suis sûr que tu l'as vu toi aussi, on se promène dans des arénas, on voit des choses, puis oui, on fait un jeu en espace restreint, mais c'est pas à cause qu'on fait un jeu en espace restreint qu'on va définitivement atteindre l'intention pédagogique qu'il y avait derrière le jeu en espace restreint qu'on a peut-être trouvé sur YouTube, on a peut-être trouvé sur Internet. Et là, de me renvoyer, tant qu'à t'avoir avec moi aujourd'hui, comment est-ce que tu suggérais, parce que c'est quand même intéressant, tu te penses sur le hockey, mais tu as un gros background. Puis ça, moi, c'est un aspect que j'admire de ta recherche. Puis quand je faisais mes préparations pour l'entrevue, là, tes 2 articles, regarde un peu tes biographies. Comme oui, tu es penché sur le hockey, mais tu as un gros aspect ou un gros background en enseignement d'éducation physique, qui pour moi est une force. Parce que oui, il y a une spécialité sur le hockey, mais si on amène tout le bagage d'enseignement, de pédagogie, ben, on peut vraiment amplifier les outils qui sont mis de l'avant pour supporter nos joueurs de hockey. Et là, j'ai fait un gros préambule, tout ça pour t'amener à la question de comment est-ce que tu suggérais de justement faire ces interventions-là? Est-ce que c'est plus avant de la façon dont on explique le jeu en espace restreint? Est-ce que c'est plus après dans les questions qu'on va poser aux athlètes? Ou est-ce que tu te situes là-dessus pour maximiser justement l'apprentissage des athlètes qui vont participer à ce jeu-là? Ben, je pense que si je m'inspire de la profession d'éducateur physique, d'enseignant en éducation physique, il faut clairement avoir un but dès le départ. Pourquoi on va faire du 2 contre 2 et non du 3 contre 3 ou du 4 contre 4 dans une situation, dans un espace différent? Pourquoi on va mettre des gardiens de but? Pourquoi on n'en met pas? Pourquoi on met une option de passe Il existe des livres super intéressants sur la conception des jeux en espace restreint, mais ça part avec un objectif. Qu'est-ce que je veux faire apprendre ou quelle progression je veux faire vivre à mes apprenants, mes joueurs, dans le cas présent, qu'est-ce que je veux leur apprendre? Si c'est le marquage, le démarquage, bien, là, j'essaie de conceptualiser un jeu de façon que les joueurs aient vraiment les opportunités de marquer ou de se démarquer, puis d'intervenir strictement là-dessus pour un peu taper sur le clou, tu sais, plutôt que de me forcer à trouver d'autres situations qui vont peut-être les bombarder d'informations qui sera peut-être pas un apprentissage durable. Fait que je pense que ça part avec un objectif clair, un peu à même type que dans l'enseignement, de dire mon objectif précis est un apprentissage X, Y ou Z, puis voici le jeu que je pense qui va me permettre qui va permettre à mes athlètes d'en retirer le maximum là, de la situation. Ce qui n'empêche pas une progression puis une évolution dans le jeu, mais puis c'est certain qu'un jeu à 2 contre 2 ou 3 contre 3 permet une multitude on peut atteindre une multitude d'objectifs d'apprentissage à travers. Ben oui, puis je reviens à 2 choses que tu as mentionnées. Puis une que je vais essayer de citer mot pour mot, c'est intervenir strictement là-dessus. Puis ça, c'est important parce que des fois, on le voit, puis tu le vois sur le terrain, où est-ce que oui, on va faire un drill, oui, on va avoir un objectif, exemple de se démarquer de l'adversaire, mais là, après ça, on va intervenir sur le shot qui a été pris, qui n'était pas assez élevé, puis là, le coup de patin qui était pas assez puissant. Mais non, mais c'est parce que peut-être que le coup de patin, ça peut avoir un rapport sur le démarquage. Alors, je pense que tout le monde qui nous écoute va être d'accord avec ça. Là. Mais le point étant que faut que les interventions suivent justement l'objectif qui a été mis de l'avant. Puis ça, je trouve que c'est vraiment un élément intéressant important de ce que tu as dit. Mais dans le plus gros, puis je reviens au début, puis le deuxième point que je voulais faire, que tu as mentionné, c'est plus de défis souvent. Ça, c'était dans le début, quand tu expliquais le jeu en espace restreint. Puis pour moi, ça, c'est l'équivalent. Souvent, on va entendre des coachs dire « Ah, OK, ça nous prend plus de reps, ça nous prend plus de reps. Comment les boys, ça nous prend des reps. » Mais en bout de ligne, ce que tu me dis, c'est que pour la même période de temps, si on est en espace restreint, on a plus de reps de démarquage, de marquage, puis on a plus de reps de peut-être faire une feinte, peut-être même potentiellement plus de reps de shot. Et donc, par pratique, si on augmente le nombre de reps, on augmente la quantité de pratiques délibérées, potentiellement la progression de l'athlète. Oui, puis j'ajoute à ça une condition d'apprentissage qui les experts diront peut-être non linéaire, j'ai peut-être pas le bon terme francophone, mais une situation complexe d'apprentissage. C'est que les joueurs sont confrontés à une situation réelle de jeu dans laquelle ils ont des opposants, ils sont vraiment dans une situation et non dans un drill stéréotypé dans lequel ils contournent les cônes puis ils contrôlent une rondelle ou ils effectuent une passe en sortant par la porte à gauche, par exemple.
Fait que plutôt que d'avoir une routine stéréotypée, on les place dans une situation vraiment pas de résolution de problème, mais pratiquement, tu sais, on va peut-être même pouvoir les interpeller et maximiser cette occasion-là à la hauteur de leur niveau, évidemment, mais on va être capable de les interpeller, de dire, bon, c'est quoi la solution? Un adversaire en face, un adversaire derrière. Est-ce que je protège la rondelle ou je la donne à un coéquipier qui est libre? Parce que si j'en ai deux sous moi, c'est parce qu'il y en a un qui est libre. Tu sais, il y a une réflexion en arrière de ça. Fait que ça les place d'une situation d'apprentissage plus complexe. Puis il y a beaucoup d'auteurs qui vantent les mérites de cette approche-là, même si elle est un peu plus chaotique et insécurisante pour les entraîneurs, elle a quand même ses mérites. Mais c'est certain que ça donne un peu une perception que le gymnase ou la glace est moins bien organisé parce que les joueurs sont un peu plus croches, sont pas tous alignés un derrière l'autre, mais sont certainement dans une situation où ils se questionnent et essaient de trouver la solution à leurs problèmes. Puis là, je t'enchaîne avec peut-être la question qui tue, si on veut, mais est-ce qu'on devrait avoir des conditions réelles ou même des conditions qui sont plus difficiles? Qu'est-ce que si un entraîneur te pose la question, comme, OK, on devrait-tu répéter ou s'assurer pour que ce soit la même fréquence quasiment que dans un match, on devrait même aller plus loin puis mettre ça encore plus difficile qu'un match réel? Je pense beaucoup à la progression. Je pense que moi, je viens d'un sport comme le badminton, puis quand je coachais le badminton, on évaluait facilement nos drills en vérifiant le taux de succès, en regardant si nos joueurs, quand les joueurs avaient moins de 70% de taux de succès, peut-être que notre routine était trop rapide ou trop complexe pour les joueurs, fait qu'on était obligé dans notre progression de reculer un petit peu ou de trouver des correctifs. Mais je pense que cette approche-là, on pourrait s'en inspirer parce que c'est un entraîneur qui m'a formé dans le passé, vraiment dans le badminton. Je pense à Jean-Paul Gérard, qui était l'entraîneur de l'équipe Québec qui nous a formés dans nos stages à l'époque. Puis lui, ce qu'il disait, il dit, tu sais, pratiquer un sport, à un moment donné, c'est comme un peu conduire une automobile sur la glace. Il y a des gens qui vont conduire à 40 km/h, qui vont déjà avoir de la difficulté, puis il y a des gens qui vont être capables de rouler à 100 ou à 150, même à 180. Là, on parle des conducteurs de Formule 1. C'est pas les choses qu'on recommande aux gens de faire. T'es pas en train de dire aux gens de conduire à 180, là. C'est pas ce que tu dis. Pas du tout. Mais quand même, on avait, c'était quand même une façon imagée de dire, dans le sport, à un moment donné, à une certaine vitesse, on prend le champ. Fait qu'il faut ajuster la progression. Puis si on voit que le taux de succès, le taux de réussite est pas à la hauteur du niveau, le choix de notre exercice ou le choix de notre jeu, il faut l'adapter. Vraiment intéressant. Puis là, je comprends la profondeur de l'analogie. Puis dans le fond, c'est que si on veut pas aller trop vite, on veut se challenger, mais on veut pas aller trop vite au point qu'on va prendre le décor, là, tu sais. Puis là, on viendra pas sur ce qui s'est passé entre Max Verstappen puis Lewis Hamilton au Grand Prix d'Italie. T'as coaché le badminton dans quelles années à peu près? Les années, moi j'ai joué beaucoup, mais j'ai coaché des années, je dirais, j'ai joué dans les années 85 à 90, 95. Puis j'ai entraîné peut-être de 88 à 95. J'ai entraîné une dizaine d'années. Du badminton d'un bon niveau. Des jeunes qui ont été sur l'équipe du Québec, qui ont fait des compétitions nationales, même internationales, plus tard dans leur carrière. Puis c'est intéressant probablement que quand tu as switché d'un sport à l'autre, tu as fait des réalisations, des transferts, là, j'imagine, parce que on sous-estime souvent là, l'importance de passer d'un sport à l'autre. Comment est-ce qu'on peut voir des choses qu'on voyait que d'autres ont peut-être un angle mort, là? Mes travaux sur le hockey, je m'inspire beaucoup de mon expérience d'entraîneur de badminton parce qu'à l'époque, une des valeurs qu'on essayait d'inculquer le plus possible à nos athlètes, là, une habileté qu'on essayait d'inculquer, c'était vraiment de comprendre la game. On mettait beaucoup d'emphase là-dessus, puis d'essayer de les amener à dire, à un moment donné, le sport va vite, mais faut que tu comprennes ce que tu fais et pas juste retourner le volant puis jouer sur les automatismes, mais vraiment avoir quelque chose en arrière de la tête qui t'aide à comprendre, puis à un moment donné, rendu à un certain niveau, on mettait beaucoup d'accent là-dessus, l'intelligence de jeu, si on veut, qui est pas facile à développer, mais qui quand même qui se travaille. Puis dans le badminton, on faisait ça. Fait que c'est certain, quand j'ai commencé à m'impliquer comme entraîneur bénévole au hockey, faire de la recherche là-dessus, puis ça, j'ai tout le temps quand même un intérêt assez marqué de dire comment on peut aller chercher cette dimension-là chez les athlètes, tout sport confondu, mais d'aller chercher un niveau d'intelligence de jeu qui va te permettre justement de te démarquer. Si t'as pas toutes les habiletés,
certainement capable d'aller gagner ailleurs. Tout à fait. Puis il y a plusieurs liens à faire avec ce que tu viens de dire, mais un, justement, avec les jeux en espace restreint, comment est-ce que c'est bénéfique pour justement créer l'intelligence de jeu? Parce que au lieu de leur dire la solution ou de la prescrire, parce qu'on a mis un cône à gauche, un cône à droite, un cône à gauche, puis là, faut que tu fasses une passe à un, passe à l'autre, puis etc. Mais l'athlète faut un peu qu'il se démerde pour trouver la solution parce que là, il n'y a pas beaucoup d'espace pour sortir avec la rondelle du coin, par exemple, tu sais. Puis ça peut être des choses qu'on utilise pour pratiquer le cycling ou différentes choses comme ça. Exactement. Puis ça nous amène à une autre notion, la notion de jeu libre, où ce que les gens jouent ces patineurs de quartier. Ben, les moins bons patineurs, à 10 contre 10, pour garder la rondelle, ils apprennent à la protéger mieux. Les meilleurs patineurs, ils apprennent à patiner plus vite pour se sauver, que personne ne puisse les attraper. Une analogie intéressante, un collègue avec qui je travaille, qui est d'origine russe, qui avait fait un suivi sur l'évolution de Pavel Datsuk, qui est un athlète. T'es pas pire au hockey. Puis qui est un expert de la protection de rondelles. Puis on lui a demandé comment ça s'est développé chez vous, puis c'était pas par des pratiques puis des atteintes pédagogiques, c'était vraiment, lui jouait au hockey dans son quartier, puis il avait un seul bâton. Puis il voulait pas se le faire briser parce qu'il n'y avait plus de bâton, il ne pouvait plus jouer. Fait qu'il a appris à tout le temps éloigner l'adversaire du bâton pendant des années. Fait que ça veut pas dire que c'est simplement ça qui l'a rendu aussi fort en protection de rondelles, mais ça a certainement amené chez lui une façon naturelle d'éloigner l'adversaire de la rondelle, puis de tout le temps garder la rondelle puis son bâton le plus loin possible de l'adversaire. Fait que des fois, c'est l'environnement va réussir à façonner les individus, puis ça, le jeu libre, c'est riche, puis malheureusement, c'est un peu en perte de vitesse.